Défense de Queue-Sampan, vous avez la parole. Bonjour Monsieur le Président, je vous remercie. Bonjour également à Mesdames et Messieurs les juges et à l'ensemble des parties. Monsieur le Président, je vais être brève. Je voulais juste faire une brève observation par rapport au procès-verbal d'audience d'hier. Hier, après la pause de l'après-midi, Monsieur le juge Lavergne a évoqué un document E3/232 qui est un procès-verbal de la réunion du travail des villages en date du 8 mars 1976. Et lorsqu'il a présenté ce document, j'ai compris qu'il indiquait que Koytoun aurait participé à cette réunion. Or, lorsque l'on regarde la liste des participants, l'alias qui figure sur la liste des participants est l'alias camarade Touik. Je suis désolée pour ma prononciation. T-O-U-C-H. Or, Touik, T-O-U-C-H, n'est pas l'alias de Koytoun, qui est Touch, T-H-U-C-H. Et je pense que c'est une précision qui est importante à être faite. Et pour que, pour les autres personnes que les khmérophones, les choses soient bien claires, je voudrais renvoyer la Chambre et les parties au document E3/230 où les deux alias apparaissent, c'est-à-dire le camarade Touch, T-H-U-C-H, alias Koytoun, et le camarade Touik, T-O-U-C-H, alias Pokchai. Et encore une fois, avec mes problèmes de prononciation, j'appelle Pokchai, P-H-O-K, plus loin, C-H-A-Y. Désolée encore une fois de mes problèmes de prononciation, mais je pense que cette observation était utile parce que justement pour les non-khmérophones, parfois il peut y avoir des confusions et je pense que ça a été le cas hier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur le juge Lavergne, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voulais demander à Maître Antaguissé si elle a également vérifié l'orthographe qui figure dans le document en version anglaise, et également dans la version, évidemment, originelle khmer. Absolument, Monsieur le juge Lavergne. J'ai vérifié l'orthographe et l'orthographe Touik, T-O-U-C-H, telle qu'elle apparaît en khmer, correspond bien à Pokchai et non pas à Koytoun. C'est certainement plus clair en khmer, donc je suis désolée encore une fois de mes problèmes de prononciation, mais même lorsque l'on l'écrit en français ou en anglais, il y a bien une différence entre les deux alias. Le Président, Maître Sonaroun, vous avez la parole. Maître Sonaroun, je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour, Madame, Messieurs les juges. Bonjour à tous et toutes ici présents et aux alentours. Bonjour, Monsieur Miasven. Je vous ai posé quelques questions hier après-midi. J'ai d'autres questions à vous poser ce matin. Puis, mon confrère prendra 40 minutes pour poursuivre l'interrogatoire de notre défense. Monsieur Miasven, vous saviez que Phnom Penh a été saisi en avril 1975. Saviez-vous que toutes les villes étaient sous le contrôle des Khmers rouges ce même jour? Réponse.
Le jour de la libération de Phnom Penh, je ne savais que les Khmers rouges avaient pris le chef-lieu de Kampong Chhnang et c'était après la prise de Phnom Penh par les Khmers rouges. Question. Pour l'assaut sur Phnom Penh, des divisions venaient de partout et avançaient vers Phnom Penh pour l'assaut final. Saviez-vous si d'autres unités ou divisions attaquaient d'autres villes ailleurs au Cambodge? Réponse. Je n'ai entendu parler que de ce qui se passait dans la province de Kampong Chhnang. Les soldats du secteur 32 ont attaqué la province, ont attaqué dans la province de Kampong Chhnang à ce moment-là. Question. Vous n'aviez donc aucune connaissance d'assaut sur d'autres villes par les forces Khmer rouges? Réponse. C'est exact. Question. Quand vous êtes allé prendre la responsabilité à Koh Kong en tant que commandant adjoint de la division, et ce à partir du 17 juillet 1976, vous aviez la responsabilité sur quel pourcentage du territoire, y compris les îles? Réponse. J'ai quitté Kampot pour me rendre à Koh Kong. J'y suis allé directement. Et à l'époque, je contrôlais une partie de Koh Kong depuis le Koh Kong extérieur jusqu'à une série de petites îles. L'île de l'extérieur de Koh Kong était la grande île, mais il y avait d'autres petites îles, par exemple Koh Samdak, Kro Pi, l'île Yo, Koh Pao, Koh Salao, il y avait une autre île un peu plus haut, Koh San Chaura, près de Koh Pao. Koh Chlan, c'était une île plus petite. Et aussi le chemin côtier Crossal. Question. Qu'en est-il du territoire terrestre de Koh Kong? Quelle division s'en occupait? Et qu'en est-il des autres îles, par exemple Kotral, Koh Aitsak et d'autres îles un peu plus grosses?
Qui contrôlait ces îles à l'époque? Réponse. À ma connaissance, c'était la division 13 qui s'occupait de ces îles. Depuis Koh Rong jusqu'aux îles, par exemple, de Koh Tang, Koh Puluai, Koh Pring, près de Sihanoukville. Koh Seh et Koh Tral. C'est tout ce dont je me souviens. Question. Donc, ces petites îles proches de Koh Kong étaient sous votre contrôle. Qu'en est-il des îles, grandes îles, dont vous venez de parler? Qui contrôlait ces îles principales? Réponse. C'était la division 3 d'îles de témoins. Et je connaissais quelqu'un du nom de Rune qui est déjà décédé et aussi sous le contrôle de Mout. Eux servaient au sein de la division 3. Question. Et qu'en est-il du territoire terrestre de Koh Kong? C'était sous le contrôle de Measmout ou un autre commandant militaire? Réponse. Je ne savais pas qui contrôlait le territoire terrestre. Si c'était les autorités de la base ou Measmout.ពេលដែលលោកកាន់កាប់កោះតូច Question. Quand vous avez pris le contrôle des îles plus petites près de Koh Kong, vous avez dit précédemment qu'il y avait des bateaux de pêche thaïlandais qui empiétaient sur les eaux maritimes du Cambodge. Saviez-vous, au sujet des grandes îles contrôlées par Measmout et une autre personne, saviez-vous si des soldats vietnamiens empiétaient sur le territoire cambodgien sur ces îles et le cas échéant, à quelle fréquence? Réponse. Pendant que j'étais à Koh Kong, j'ai appris que des soldats vietnamiens avaient attaqué et pris le contrôle de l'île de Koh Wai. Cette île était sous le contrôle de Mout. Mais je ne sais pas comment cela s'est produit ou comment il a défendu l'île. Ce n'était pas clair. Mais j'ai su que les Vietnamiens avaient un navire plus gros et ont jeté l'ancre à 3 km de l'île. Puis ont pris des embarcations plus petites pour lancer l'assaut sur Koh Puluai et en prendre le contrôle. Mais je ne l'ai pas su directement. J'ai
obtenu ces renseignements de gens qui étaient au sein de la Division 3 et qui en avaient parlé. L'assaut a été donné très tôt le matin, vers 4 ou 5 heures. Et c'est tout ce que je savais à ce sujet. Question. Vous avez donc entendu des gens de la Division 3 dire que la marine vietnamienne a attaqué Koh Poloi et Koh Tang. Avez-vous entendu parler plus tard si, après cette attaque, ils ont décidé d'y établir une base ou s'ils ont retiré leurs soldats? Le président, monsieur le témoin, veuille attendre. Le procureur a la parole. Le procureur, c'est peut-être une question d'interprétation, mais nous n'avons pas entendu parler de Koh Tang dans la réponse du témoin. Il a parlé de Koh Poloi et le conseil vient de lui demander de confirmer s'il avait ou s'il avait connaissance d'attaques sur Koh Poloi et Koh Tang, mais la déclaration précédente du témoin ne permet pas au conseil d'évoquer cette deuxième île. Maître Sonaroun. Dans ma première question, et à laquelle il a répondu qu'il n'avait pas été témoin direct, mais qu'il a entendu de la part d'autres personnes dans la division 3 d'en parler, et donc de parler de combats sur un certain nombre d'îles, y compris l'île de Koh Tang. C'est pourquoi j'ai demandé si ces forces étrangères sont demeurées sur ces îles ou si elles se sont retirées après les combats. Le président. Le témoin doit répondre à la dernière question qui lui a été posée. Le témoin. Après l'attaque, ils sont restés sur les îles. Et je ne sais pas quand ils se sont retirés. Krau pi kong tuop របស់វៀត Question. À part les attaques par la marine vietnamienne sur ces îles, savez-vous si des civils vietnamiens ou des pêcheurs ou des soldats vietnamiens se sont établis sur ces îles? Vous aviez le contrôle des îles environnantes, donc savez-vous si des Vietnamiens se sont établis sur les îles ou sont-ils partis avant que vous-même soyez transférés à Préavire? Réponse. Après avoir attaqué et pris le contrôle des îles, aucun civil vietnamien n'est venu y habiter. Il n'y avait que des soldats. Et comme je l'ai dit plus tôt, je ne sais pas quand ils ont décidé de retirer leurs forces. Merci, dit Sonaroun. Dans votre déclaration qu'au juge d'instruction, vous avez répété aussi à plusieurs reprises dans le prétoire le nom de Nguyen Chea. Vous avez dit que Nguyen Chea, avec Son Sen, participait aux réunions de l'état-major. Je vous ai posé la question hier, mais j'ai une autre question à vous poser toujours sur ce même sujet.
Connaissiez-vous bien Nguyen Chia? Ou avez-vous simplement entendu son nom? Réponse. En 1975, il était bien évident que les subordonnés veuillent mieux connaître les échelons supérieurs. Par exemple, à mon échelon, il était très rare que nous voyions les dirigeants. Sauf exception, par exemple, lorsque des réunions étaient organisées au niveau de la zone. Si j'y étais invité, j'aurais pu le voir, mais à part cela, je ne le connaissais pas bien. Bien évidemment, je connaissais son nom. Question. Pendant la période des 3 ans, 8 mois et 20 jours, avez-vous jamais participé à un rassemblement ou une conférence donnée par Nguyen Chia? Réponse. Quand mon commandant de division me le demandait, j'allais assister à de telles réunions. S'il y avait un besoin, toutefois si on avait besoin de moi au front, je ne participais pas à la réunion. Question. Je vous demandais si vous avez personnellement jamais participé à des rassemblements ou une grande conférence donnée par lui sous le régime, c'est-à-dire à partir du mois d'avril 1975 au 6 janvier 1979. Avez-vous jamais participé à un rassemblement ou une conférence présidée par Nguyen Chia? Avez-vous jamais été invité à assister? Ou votre commandant de division vous a-t-il jamais donné l'autorisation d'aller participer à une telle réunion? Réponse. Comme je l'ai dit, je suis allé 2 fois. La première fois à Long Vec et la deuxième fois à Kampong Speu. Mais la réunion à Kampong Speu allait durer 5 jours, du moins c'est ce que m'avait dit mon commandant de division. Et que les oncles allaient participer. Parmi eux, il y avait Pol Pot et Nguyen Chia. Tout comme Tassi. Moi, on m'a dit qu'il participerait. Et quand je suis allé à la réunion, je n'ai vu que oncle Pol Pot et Tassi, ainsi que Tapal. Je n'ai pas vu oncle Nguyen Chia. Et donc, je ne l'ai pas vu lors de cette réunion. Je n'ai vu que les 3 personnes que je viens de mentionner et aussi des cadres de l'Ouest. Maître Sonaroun, je vous remercie. Monsieur le Président, je n'ai plus de questions pour ce témoin. Mon confrère poursuivra l'interrogatoire au nom de notre défense. Merci, monsieur le témoin. Maître Yanoutsi. Merci, Major Sonaroun. Merci, monsieur le Président. Bonjour à tous et toutes et bonjour à vous, monsieur le témoin. J'ai quelques questions à vous poser. J'essaierai de terminer avant la pause café. Mon confrère a suggéré que ça durera 40 minutes. C'est une bonne estimation, mais j'essaierai de parler lentement pour le compte des interprètes. Tout d'abord, quelques précisions en matière de géographie avant que nous allons sur des questions de fond. Votre maison, votre domicile actuel est toujours à Tma Deka Village,
dans la province de Banteay-Menche. C'est exact? Réponse. Oui, c'est exact. Question. Depuis combien de temps habitez-vous dans ce village? Réponse. J'y habite depuis la première élection organisée par la PRONUC. Question. Merci. Et avant cela, où habitiez-vous? Réponse. Avant cela, j'étais dans le camp de réfugiés numéro 8. Puis j'ai été transféré au camp de réfugiés de Kongwa avant d'aller à Tmapuk. Je n'avais pas de... Ou plutôt, comme j'ai vu qu'il n'y avait pas de terre pour que j'y habite à Tmapuk, j'ai déménagé ailleurs. Question. Et ce camp de réfugiés, numéro 8, je crois, vous avez dit, où était-il? Où se trouvait le camp de réfugiés numéro 8? Réponse. Le camp de réfugiés numéro 8 est aussi connu sous le nom de camp de Tangok. J'y suis resté environ 3 mois. Il se trouve à proximité de la frontière. Question. Vous dites la frontière. Est-ce que c'est la frontière qui sépare le Cambodge et la Thaïlande? Réponse oui. Question. Merci. Avant de vivre dans ce camp numéro 8, vous avez passé environ 3 mois d'après ce que vous dites. Où viviez-vous? Réponse. Avant d'aller vivre dans ce camp qui se trouve sur le territoire thaïlandais, c'était en 1983, j'étais à Bang Tro Khun. Avant cela. Bang Tro Khun se trouve à proximité du mont Chat. Question. Est-ce à proximité de la frontière thaïlandaise? Réponse. Oui. Question. Reprenons. Sur la base de votre expérience, pendant et après le Kombucha démocratique, peut-on dire que vous connaissez bien la frontière qui sépare le Cambodge et la Thaïlande? Réponse. Effectivement. Question. Êtes-vous jamais allé à Battambang? Réponse. Oui. Question. Dernière question là-dessus pour l'instant. Votre domicile actuel est situé à quelle distance environ de la ville de Malai, dans le district de Malai? Réponse. De chez moi à la frontière, c'est loin. Mais de chez moi au mont Chat, il y a une quinzaine de kilomètres.
par rapport à la frontière thaïlandaise. Mais de chez moi à Malaï, je ne peux pas vous dire exactement combien il y a, mais c'est au moins une centaine de kilomètres. Question. Avez-vous jamais visité le district de Malaï, ou plus précisément la ville de Malaï? Réponse. Oui, j'y suis allé. Question. Je vais passer à autre chose. Peut-être que je vais revenir à ces emplacements géographiques plus loin. Pour l'instant, très brièvement, parlons de la portée de ce que vous savez. Je vais récapituler ce que vous avez dit concernant les structures militaires du Cambodge démocratique. Vos connaissances propres ne vont pas au-delà du niveau de la zone, n'est-ce pas? Réponse. Effectivement. Question. À plusieurs reprises, vous avez déjà précisé, me semble-t-il, que vous ne saviez pas personnellement si Nuon Chea avait assisté à des congrès de zone et que vous ne saviez pas personnellement si Nuon Chea était membre de l'état-major, malgré ce qui figure de façon erronée dans le PV d'audition. Nous saluons ces précisions que vous avez apportées. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes ici. Je ne vais plus poser de questions là-dessus. Mais je veux qu'il soit donné acte de ceci. Une des questions qui nous ont désorientés hier dans le document E3/424, à la question-réponse numéro 3, en fait, il y a au moins 9 questions ici. Il y a au moins 2 fois où celui qui interroge suggère la réponse. Je veux que l'on comprenne bien ce qui s'est passé. Je sais que la Chambre aime les fictions judiciaires et préfère demander aux témoins au début s'ils confirment leur déposition antérieure. Mais apparemment, c'est rarement le cas. Il est rare que ces déclarations soient conformes à la réalité et à ce qui s'est réellement produit. Le président. Le coprocureur a la parole. Le coprocureur. Objection. Notre confrère ne saurait déposer ou faire d'observation en présence du témoin au milieu de sa déposition. C'est complètement déplacé. Si l'avocat veut pointer du doigt certaines parties de la transcription ou de l'enregistrement sonore, c'est une possibilité. À ce stade, j'aimerais vous renvoyer à la décision de la Chambre en date du 13 mars 2011, il y a plus d'1 an. La Chambre a donné instruction aux parties, excusez-moi, en fait, c'était en 2012, 13 mars 2012. La décision est au document E142/3. La Chambre a donné des instructions sur ce point même, au paragraphe 12. Il est dit qu'au cas par cas, elle considérera les contestations des dépositions des témoins. Ensuite, la Chambre dit, cependant, elle ne fera pas droit aux allégations d'incohérence entre les enregistrements sonores et les PV d'audition. Elle le fera uniquement si ces incohérences sont suffisamment précisées et s'il y a des discordances concernant le fond et qui ont une pertinence directe dans le cadre du procès. En outre, toute partie contestant des choses doit clairement identifier les disparités prétendues et en informer la Chambre à l'avance et en informer aussi les autres parties en mentionnant également les documents pertinents. Toutes les parties se doivent d'appliquer les instructions de la Chambre. La chose à faire en cas de préoccupation relative à des PV d'audition, la chose à faire est de se référer aux transcriptions en temps opportun, de les faire verser au dossier
Et pendant la déposition du témoin, il faudra pointer du doigt ces passages pertinents et poser des questions précises et pertinentes au témoin, et non pas, comme l'a fait mon confrère, se mettre à déposer tout en critiquant la méthode adoptée par la Chambre pour ce qui est de l'acceptation des procédures établies devant cette Chambre. La défense. Ma réponse, brièvement, j'allais passer à la suite. J'ai cette décision entre les mains. Je rejoins sur certains points cette décision. Effectivement, il est crucial que nous puissions mettre à l'épreuve la crédibilité des témoins par rapport à ce qu'ils auraient dit au BCJ, mais qu'il soit donné acte qu'il s'agit d'un fardeau extrêmement lourd pesant sur la défense. Nous avons l'obligation d'agir avec la diligence raisonnable et de préparer les contre-interrogatoires, bien entendu, mais au même titre, ce tribunal a l'obligation de produire des procès-verbaux fidèles et non pas les documents que nous avons vus. Nous n'avons pas le temps ni les ressources. Nous l'avons répété ad nauseam, vous le savez bien, nous n'avons pas le temps d'écouter des heures et des heures d'enregistrement sonore à chaque fois qu'un témoin vient déposer. Surtout que, comme les juges l'ont dit, nous devons avoir de la souplesse dans le calendrier des audiences. Nous n'avons donc pas le temps. Dans la mesure où nous pouvons le faire, et nous le faisons, nous l'avons déjà fait, nous avons précisé quels étaient les passages pertinents qui posaient problème, et ce, dès que le témoin est venu à la barre. Je vais passer à la suite à présent. Monsieur le témoin, j'ai des questions à vous poser concernant votre rôle, vos fonctions, avant et pendant la période du Kampuchea démocratique. D'après vos déclarations antérieures et d'après ce que vous avez dit à la Chambre à ce jour, il me semble que votre carrière a été brillante. En 71, vous avez été soldat, vous êtes passé au rang de chef d'équipe en 72, puis vous êtes devenu commandant de bataillon en 73, ensuite commandant de régiment, 75. Dans cette fonction, vous avez joué un rôle important dans la libération de Phnom Penh. Ensuite, vous avez été envoyé dans la zone sud-ouest, qui a été intégrée dans la zone ouest en 76. Vous avez été nommé commandant de division adjoint. Corrigez-moi si je me trompe, mais en résumé, sur la base de ce que vous nous avez dit auparavant concernant vos relations avec le centre, à compter de 75 et jusqu'en 78, vous avez été un commandant militaire brillant dans la zone qui était la vôtre sans avoir de contact direct avec le centre. Peut-on décrire ainsi votre carrière entre 75 et 78 ? Réponse. Effectivement, je me souviens de certaines choses, mais j'ai parfois des problèmes de mémoire. Je n'avais rien à voir avec les hauts dirigeants. Je n'ai eu aucun contact avec les hauts dirigeants. Je m'occupais seulement de mettre en œuvre les ordres de la division et je m'occupais du travail de la division. Je m'occupais de ce que j'étais censé savoir. Mon commandant me disait de ne pas quitter la base et c'est tout ce que j'ai appris. Question. Merci. Personnellement, comment expliquez-vous votre ascension rapide dans la hiérarchie militaire ?
Réponse. En fait, je n'ai pas connu d'ascension rapide. J'ai été élevé au rang de commandant adjoint. Cette tâche nouvelle m'a été affectée après que j'ai été gravement blessé. Je n'étais pas réellement commandant adjoint de division. Je ne l'étais pas de plein droit. Ma tâche était en réalité d'assister le commandant adjoint de la division, lequel avait été hospitalisé après avoir été blessé pendant les combats. Celui-ci ne pouvait plus exercer convenablement ses fonctions. Du coup, l'on m'a appelé pour lui apporter mon concours tant qu'il ne pouvait pas s'acquitter pleinement de sa tâche. J'ai donc été affecté à Korkong et je ne suis pas allé ailleurs fréquemment. En tant que soi-disant commandant adjoint de la division, j'ai occupé ces fonctions pendant peu de temps. Et tout ce que je faisais, c'était m'occuper d'un territoire très limité dans la province de Korkong. Question. J'essaie de comprendre ce que vous avez dit. Donc, malgré votre titre de commandant adjoint de division, qui donne l'impression que vous aviez des fonctions élevées, est-ce que vous dites qu'en réalité, vos responsabilités n'étaient guère étendues ? Réponse. Effectivement. La défense. Merci beaucoup. Hier, avec le juge Lavergne, vous avez abondamment parlé d'un point, à savoir Measmout. Vous souvenez-vous en avoir parlé hier avec l'un des juges? Réponse. Effectivement, hier, on a parlé de Measmout. Je connais cette personne sous le nom de Tamout. La défense. Merci, monsieur le témoin. Qu'en est-il d'un dénommé Soumet ou Met? Connaissez-vous cette personne? Soumet. Réponse. Oui. En réalité, je n'ai jamais rencontré cette personne. Je ne sais pas dans quelle division elle travaillait, mais je connais cette personne de nom, uniquement. Je n'ai jamais su ce qu'il faisait, quelles étaient ses fonctions. Je ne sais même pas où il travaille. Je connaissais juste mes subordonnés. Question. Ai-je bien compris? Dites-vous aujourd'hui que même si vous avez une carrière militaire brillante sous le Kampuchea démocratique, vous ne savez absolument pas quel était le poste qu'occupait Soumet. Est-ce que c'est ce que vous dites à la Chambre? Réponse. Je connais cette personne de nom, mais sans plus. La défense. Merci, monsieur le témoin. Dernière question là-dessus. Où vous situeriez-vous dans la hiérarchie militaire par rapport à Measmout? À quel niveau étiez-vous par rapport à lui?
Autrement dit, qui de vous deux occupait le rang le plus élevé? Réponse. Je n'avais pas un rang aussi élevé que M. Measmout. J'étais bien en dessous dans la hiérarchie. Measmout contrôlait une division navale. Moi, j'étais bien en dessous. La défense. Merci, monsieur le témoin. Passons à quelqu'un d'autre. Tamok, dont vous avez cité plusieurs fois le nom. Vous avez déjà décrit le rôle qui était le sien durant la période du Cambodge démocratique. Peut-on dire que vous connaissiez assez bien Tamok? Plutôt bien. Dans quelle mesure le connaissiez-vous? Réponse. J'ai connu Tamok quand il a pris le maquis et qu'il m'a recruté pour assurer la protection des cadres dans la forêt. Je le connaissais donc depuis plusieurs années et je savais qu'il était un dirigeant du mouvement de résistance. Je l'ai aussi vu se déplacer. Partout où j'allais, je le voyais. Après mon départ de mon village natal pour gagner la forêt, c'est Tamok qui était la première personne que j'ai rencontrée. En 1975, je travaillais dans la forêt et lui se déplaçait beaucoup. La défense. Merci, monsieur le témoin. Est-ce que mon micro fonctionne? À présent, j'aimerais donner lecture des déclarations faites par un autre témoin dans cette affaire et dont je tairai le nom au sujet de Tamok. Je cite. Au milieu de la page, vous parlez des zones et vous dites chaque zone avait un dirigeant qui était comme un seigneur de guerre. Pourriez-vous décrire ce que vous entendiez par seigneur de guerre? Qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Réponse. Un seigneur de guerre, c'est Tamok, parce qu'il a tué des cadres du sud-ouest. Question, merci monsieur le témoin. Réponse, ou plutôt, il a dit aux cadres du sud-ouest de tuer d'autres gens dans les autres zones. Merci, et donc c'est la fin de citation. Voici ma question à présent, monsieur le témoin. Sur la base de votre expérience propre, diriez-vous également que Tamok se comportait comme un seigneur de guerre, comme le dit l'autre témoin? J'emploie ce terme dans le sens habituel en anglais, autrement dit, un dirigeant militaire ayant beaucoup d'autorité, de puissance et d'autonomie sur le plan militaire. Conviendriez-vous que Tamok avait beaucoup de pouvoir, autorité et autonomie personnelle? Le président, témoin, veuillez attendre. La parole est au coprocureur. Coprocureur, merci. J'hésitais à intervenir. C'est une motion d'ordre. Nous voudrions savoir de quelle déclaration de témoin il s'agit. Nous aimerions avoir les ERN pour examiner cet extrait.
La défense. Mes excuses. Transcription d'audience du 31 juillet 2012, page 73, lignes 5 à 16, document E1, barre 99.1. Mes excuses, j'avais des problèmes avec mes écouteurs. Le président. Maître, pourriez-vous répéter la cote du document car cela n'a pas été saisi par les interprètes? La défense, bien sûr. Document E1 barre 99.1, c'est la transcription de l'audience du 31 juillet 2012. J'ai cité un extrait qui se trouve à la page 73 aux lignes 5 à 16. Il s'agissait de la déposition d'un témoin. Je vais d'abord écouter la réponse du présent témoin. Je crois que tout le monde a compris de quoi il s'agissait. Monsieur, diriez-vous que Tamok était un dirigeant militaire qui avait beaucoup d'autonomie, de puissance? Réponse. Effectivement. J'ai été à ses côtés de 1978 à 75, de 1968 à 75, se reprend l'interprète. Je ne comprenais pas bien la notion de seigneur de guerre, mais je savais que Tamok avait une forte autorité, il avait un pouvoir absolu. Il pouvait prendre des décisions tout seul. Sur le plan pratique, quand il me donnait des ordres, je devais les exécuter sans condition. S'il me demandait de faire quelque chose en pleine nuit, je devais le faire. En 1975, son pouvoir était devenu très élevé. Il pouvait retirer des dirigeants, des soldats de son propre chef. Par-dessus le marché, partout où j'allais, je voyais Tamok. À un moment, il a retiré ses propres forces à des fins d'éducation ou de rééducation, et il le faisait lui-même. Ce que vous dites est donc exact. Question, vous dites qu'il avait une autorité absolue. Merci, et merci pour les nouveaux écouteurs. Autre thème à présent. Monsieur le témoin, j'aimerais vous... Le président interrompt. Thank you, Mr. President. Can everyone hear me? La défense. Merci. Le président. Veuillez attendre.
បាទដំណើរការជួសជុលប្រព័ន្ធ Le président. On m'informe que les problèmes techniques pourraient prendre un certain temps à régler. Le président. Maître, vous pouvez reprendre. Maître Yanouchi. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais, comme je vous l'ai dit, vous faire quelques suggestions et j'aimerais que vous nous expliquiez. Veuillez bien sûr fournir ces explications sur la base de votre expérience personnelle en tant que membre des forces armées et, dans la mesure du possible, donner des explications qui sont dans votre sphère de connaissance. Autrement dit, veuillez ne pas deviner ou faire de la spéculation. Si vous n'avez rien à dire sur les suggestions que je vais vous faire, veuillez me le dire et je passerai au prochain point. Tout d'abord, savez-vous, monsieur le témoin, que Tamok et Measmouth ont été identifiés comme ayant directement, et sans aucune référence au centre du parti, directement surveillé des exécutions commises par leurs subordonnés? Êtes-vous au courant de cela? Ne répondez pas tout de suite, une objection est invoquée. Le président. Veuillez attendre, monsieur le témoin. La parole est à l'accusation. Le procureur. Les questions ne sont pas posées de façon appropriée. Il manque bien sûr une composante essentielle. Savez-vous que certaines personnes auraient fait telle chose, mais ordonnées par qui et quand et dans quel document? Il faudrait demander à mon confrère de faire référence à des documents précis et d'indiquer les sources de ces renseignements. Il pourra par la suite poser des questions aux témoins. Maître Yanouchi, très brièvement. Ce sont mes instructions, en effet. Et j'aimerais dire que les idées existent et sont indépendantes des documents. Il y a des idées dans le monde. Je sais que la Chambre aime beaucoup dépendre de documents, mais voici un témoin. Ce témoin connaît Tamok, il connaît Measmouth. J'ai les instructions, et c'est un commandant militaire. Il peut certainement nous dire, d'après son expérience personnelle et professionnelle, il pourra nous dire si ce que je dis est véridique ou non, si c'est dans sa sphère de connaissance ou non, et pourra nous fournir ses observations. C'est le but, après tout, de cette déposition. Et je répète, les idées existent indépendamment du fait qu'elles peuvent être consignées par écrit quelque part. Nous avons tous des cerveaux, nous pouvons tous formuler des idées. Et cela il ne faut pas nécessairement que ce soit dans un document pour avoir une valeur, un poids, et même exister devant la Chambre. And anyway, we're having... Et de toute façon, nous aurons une audience sur les documents la semaine prochaine. Et peut-être là sera-t-il le bon moment de parler de documents. Nous avons un témoin bien vivant devant nous. Posons-lui des questions pour voir ce qu'il a à dire.
បាទអង្គជំរះ Le président. Je vais maintenant laisser la parole à la juge Cartwright, qui rendra la décision de la Chambre sur les questions posées, plutôt sur l'objection de l'accusation vis-à-vis des témoins posés par la défense. La juge Cartwright. Merci, Monsieur le Président. La Chambre est d'accord qu'une question qui ne se fonde pas sur un élément de preuve ou d'une déclaration de témoin devant ce tribunal et qui ne peut donc pas subir de test par la Chambre est irrecevable. Les idées, comme vous les exprimez, ne sont pas suffisantes. La Chambre ne peut se fonder que sur des éléments de preuve. Par conséquent, si une déclaration précédente de témoin qui a déjà été entendue et étudiée dans ce tribunal ou un document versé au débat, voici des fondements appropriés pour les questions à poser à un témoin. Les propos d'un accusé ne sont pas nécessairement considérés testés si l'accusé ne se soumet pas, enfin invoque un droit de garder le silence et ce seront sinon considérés comme des hypothèses que la Chambre les considérera de la sorte, normalement, de rendre sa décision. Maître Yanoutsi, donc, vous devez invoquer les documents sur lesquels sont fondées vos questions, sinon, vous devez passer à autre chose. A lawyer for very long. Maître Yanoutsi, je ne suis pas avocat depuis très longtemps, mais cela me semble comme quelque chose de tout à fait incorrect. L'interprète ne peut interpréter deux personnes en même temps. We might as well. Maître Yanoutsi, eh bien, dans ce cas-là, ce procès n'aurait qu'à se faire par papier. Où, Madame la juge Cartwright, où dans le monde avez-vous trouvé un fondement juridique de la décision? Maître Yanoutsi parle à micro fermé. បើសិនបើលោកនៅមានទំនួល Le président. Maître, vous pouvez passer à vos autres questions si vous en reste. Si vous n'en avez pas d'autres, nous laisserons la parole à une autre équipe de défense. Maître Yanoutsi. On me force de toute évidence à abandonner mes 5 prochaines questions et j'aimerais que ce soit acté. La Chambre de première instance me force à laisser de côté 5 questions pertinentes qui... Le président. Si vous n'avez plus d'autres questions, veuillez vous rasseoir. Ainsi, la Chambre pourra laisser la parole à une autre équipe de défense. Maître Yanoutsi. Merci, Monsieur le Président. J'ai 3 pages de questions et je ferai de mon mieux pour terminer avant la pause café. Laissez-moi, Monsieur le témoin, commencer par un document pour que je puisse me conformer à la décision qui vient d'être rendue. Vous avez dit que vous aviez bel et bien visité la ville de Battambang. Laissez-moi donc vous montrer quelque chose dans un document à propos d'événements qui se seraient produits dans cette ville et je vous poserai une question par la suite. Je fais ici référence au document E5 par... Bon, un document portant... Le document E5. Je cite.
Nous avons parlé avec le juge Neal et il dit qu'il trouve très triste que les gens n'aient pas confiance envers le système juridique. Il est en effet très triste d'avoir à défendre sa profession. Il reconnaît qu'en effet, il prend des pots de vin. Il accepte des pots de vin, mais seulement après qu'une affaire a été conclue. Le président. La Chambre a déjà rendu sa décision sur cette question. ហើយលោកក៏បានប្តឹងទៅ Vous avez d'ailleurs porté cette décision en appel. Permettez-moi donc rappeler qu'une fois qu'une décision a été tranchée qu'une question a été tranchée par la Chambre, vous ne pouvez soulever ce sujet à nouveau. Et vous ne pouvez pas poursuivre de cette façon. Nous avons entendu un certain nombre de questions que vous avez posées aux témoins. Portant sur les faits allégués concernant votre client. Et finalement, ces questions ne sont pas pertinentes pour les faits. ទៅនឹងអង្គហេតុដែលចោទប្រកាន់ជាសារធាតុទៅលើកូន Veuillez donc poser des questions directement pertinentes pour les faits qui se rapportent à votre client. Maître Iannuzzi, j'aimerais dire que nous n'avons pas interjeté appel de cette décision, c'était une autre partie qui avait interjeté appel. Le président. Une fois de plus, maître, vous n'avez pas le droit de soulever cette question à nouveau. Vous devez poser des questions aux témoins qui sont pertinentes pour les faits retenus par la Chambre de première instance pour le dossier 002/1. Il faut aussi que ce soit des faits connus de ce témoin. Maître Iannuzzi. Merci, Monsieur le Président. Je vais, dans ce cas, passer à un autre sujet. Monsieur le témoin, connaissez-vous une personne du nom de Ta Chiem? Réponse. Oui. Cette personne m'est familière. Ta Chiem n'avait pas un rôle important. C'est le Ta Chiem que je connais. Je ne sais pas si c'est à lui que vous faites référence. Maître Iannuzzi, bien avant de passer à une autre question, laissez-moi apporter les précisions nécessaires. À qui faites-vous référence? Qui est le Ta Chiem que vous connaissez? Réponse. Non, c'est à vous de me dire en premier à quel Ta Chiem vous faites référence et où il travaillait. Beaucoup de gens s'appellent Chiem. Maître Iannuzzi, merci, monsieur le témoin. La personne à laquelle je pense a aussi le nom Pipuan ou Rochan Ton. Connaissez-vous cette personne? Ou connaissez-vous un autre Ta Chiem? Réponse. Je connais quelqu'un d'autre du nom de Ta Chiem. Il est toujours en vie, mais je pense que vous parlez d'un autre Ta Chiem. Maître Iannuzzi. Dans ce cas, je n'ai plus d'autres questions sur ce sujet. Une dernière question avant de me rasseoir. Monsieur le témoin. Êtes-vous au courant, ou est-ce de votre domaine de connaissance, qu'une des raisons pour un traitement récent que la Cour municipale de Phnom Penh a donné à Mamson Amdo
était le fait que sa station de radio avait le courage de publier des nouvelles sur des plaintes à l'encontre de Hun Sen. សំណួរនេះមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអង្គហេតុនេះ Le président. Cette question n'est pas du tout pertinente pour les faits dont nous sommes saisis. Monsieur le témoin, vous n'avez pas à répondre à ce type de question. Maître Yanouti, merci Monsieur le Président. Pour terminer ma phrase, la Cour pénale internationale accuse... Le Président, nous vous avons répété à maintes reprises que vous n'avez pas le droit de vous lever pour faire des commentaires sur quoi que ce soit. La parole vous est donnée pour que vous puissiez poser des questions pertinentes pour les faits retenus par la Chambre pour ce témoin. C'est-à-dire circonscrit par la portée du dossier 002/01. Et ce parmi les faits du dossier 2. Maître Yanouti. Merci, Monsieur le Président. C'était en effet ma dernière question. Et j'aimerais tout d'abord ici faire référence à Richard Rogers, le musicien, pas l'avocat. Il n'y a rien comme une dame. Le Président, je vais maintenant laisser la parole à la défense de Ieng Sary. Thank you, Mr. President. Good morning. Maître Carnavas, merci, Monsieur le Président. Bon, Madame, Messieurs les juges, bonjour à tous et toutes ici présents et aux alentours, et bonjour à vous, Monsieur. Angoudom et moi-même représentons Ieng Sary. J'ai quelques questions à vous poser. J'aimerais faire référence donc à votre deuxième procès-verbal de mars 2010, E3/80. Et la citation qui m'intéresse, on la retrouve à la page portant en khmer, donc le RN 0048 64 72, en français 0050 97 87 à 88, et en anglais 00 49 1 657. Une question vous est posée. En haut de la page, en anglais, il est écrit: les aveux de Chuchet, alias Si, précisent que... Et puis, on retrouve une citation de ces aveux. Vous a-t-on montré les aveux en question? Ou les co-juges d'instruction, les enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction vous les ont-ils simplement lus? Did the investigators show? Les enquêteurs vous ont-ils montré les aveux? Et j'ai un point à soulever sur ce sujet. Réponse: ils me l'ont lu. Question: vous ont-ils lu d'autres aveux? Ces enquêteurs qui vous ont entendu pour le compte des co-juges d'instruction, il s'agissait notamment de deux enquêteurs, un international qui aurait dû être au fait de la Convention pour la répression de la torture et qui savait bien que de tels aveux ne pourraient servir dans un tribunal. Le Président.
Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. L'accusation demande la parole. Monsieur le procureur, allez-y. Le procureur. Je n'ai pas d'objection à ce que mon confrère pose des questions sur l'utilisation des documents lors de l'entretien, mais les petits commentaires et les références, ou plutôt les insinuations et les presque arguments sur le travail de juge d'instruction ne sont pas appropriés dans le cadre d'un interrogatoire d'un témoin. Mon confrère pourra garder ses commentaires pour une occasion qui lui sera donnée de faire des arguments à ce sujet. Il doit poser au témoin des questions directes qui dépendent de ses connaissances. Maître Carnavas, touché. J'aimerais donc qu'il soit acté que la question de la chose, car hier on avait parlé de ses aveux. Donc, vous a-t-on montré ce document ou a-t-on fait référence à d'autres entrevues ou vous ont-ils parlé d'autres entretiens? Réponse. Ils ne m'ont pas lu les aveux de Tassi. Ils ont lu une partie du rapport du secteur où il y avait un bref passage sur l'élimination des ennemis, mais ils ne m'ont pas lu beaucoup de documents. Question. Très bien. À la première page de votre déclaration, il est écrit que l'entretien a commencé à 10h20, donc 20 heures passées 10 heures du matin. Et à la dernière page de votre procès-verbal, il est écrit que l'entretien a pris fin à 17h30, donc 5h30 de l'après-midi, donc 7h10 d'entretien. Nous avons l'enregistrement qui ne dure que 2h42. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé avec les 5 heures d'enregistrement qui manquent? De quoi avez-vous parlé? Que faisiez-vous avec les enquêteurs du bureau des couches d'instruction pendant cette période non couverte par les enregistrements? We would object to that question, Mr. President. Objection, Monsieur le Président, dit le procureur. Le Président. Monsieur le témoin, veuillez attendre. L'accusation à la parole. Le procureur. Il y a une présomption de fait dans la question posée par votre Carnavas. Autrement dit, qu'il manque 5 heures d'enregistrement. Il y a toutes sortes d'explications possibles pour justifier la différence entre les heures précisées dans le procès-verbal et les enregistrements. Il pourrait manquer une cassette, par exemple, mais c'est une hypothèse. Mais on ne peut pas sérieusement présenter cela à un témoin comme un fait établi pour qu'ensuite susciter ses réactions. Maître Carnavas. Monsieur le Président, nous n'avons pas été en mesure de faire des enquêtes nous-mêmes. Je prends ce que l'on m'a donné. Il est écrit l'heure à laquelle l'entretien a commencé et l'heure à laquelle il a pris fin. Nous avons un enregistrement qui dure 2h42. Le témoin pourra nous dire ce qui s'est passé pendant les 7 heures d'entretien et ce qui s'est passé pendant les 5 heures que l'on ne retrouve pas dans les enregistrements. Il était là, nous n'y étions pas. Je ne sais pas pourquoi l'accusation a peur d'entendre ce que le témoin a à dire.
បាទសេចក្តីជំទាស់នឹងការ Le président. L'objection du coprocureur a été motivée. Toute question ayant trait avec la suppression d'un acte d'instruction ne saurait être considérée comme pertinente au regard des normes de droit qui s'appliquent devant cette Chambre. Ce témoin est à la barre aujourd'hui. Si les parties souhaitent interroger le témoin pour obtenir des éclaircissements, il est possible de le faire. La défense. Merci, Monsieur le Président. Nous ne demandons pas d'annulation. C'est simplement votre position, mais pas la nôtre. Nous pensons pouvoir mettre en cause les méthodes utilisées. Monsieur, hier, on vous a présenté une transcription. Le Président interrompt. Nous nous réservons le droit d'enjoindre aux témoins de ne pas répondre à des questions qui n'ont pas pour objet de contribuer à la manifestation de la vérité. Ou concernant des réparations. La défense. Quand des questions sont posées pour établir le poids de la déposition, par définition, cela contribue à la manifestation de la vérité. Peut-être que devant les tribunaux cambodgiens, il n'y a pas de procédure dans ce sens. Mais ici, c'est un tribunal financé par la communauté internationale et où les normes internationales doivent être appliquées. Ici, donc, cela est prévu. Yesterday, sir, Hier, monsieur, nous avons reçu un exemplaire d'une transcription des 369/7.2. Il s'agit d'une transcription de l'entretien que vous avez accordé. Et à environ 1h27 et 6 secondes dans l'enregistrement, voici ce qu'on trouve. L'enquêteur cambodgien évoque le fait qu'il vous a montré un drapeau révolutionnaire durant la matinée. Or, dans l'enregistrement sonore, il n'est nulle part fait mention auparavant d'un numéro de l'étendard révolutionnaire. Avant d'avoir été enregistré, avez-vous été interrogé par les enquêteurs? Est-ce qu'ils vous ont montré des documents, y compris un étendard révolutionnaire, en vue de préparer la séance de questions-réponses à enregistrer? Le témoin, l'avocat, pourrait-il répéter la question? Ce jour-là, le 3 mars 2010, avant d'être interrogé, avez-vous eu une discussion avec les enquêteurs? Est-ce qu'on vous a montré un numéro de l'étendard révolutionnaire et ou d'autres documents? Et ce, avant d'être interrogé dans le cadre d'un entretien enregistré. Réponse. Il est venu chez moi et j'ai été interrogé. On m'a donné lecture de certains documents afin de m'informer.
Je ne sais plus si l'on m'a lu l'étendard révolutionnaire, mais je me souviens qu'il m'a lu de courts documents. Je ne me souviens pas des détails de ces documents. Question. Merci. Au cours de vos entretiens, y avait-il à vos côtés une femme qui vous a aidé à répondre à certaines questions? Réponse. Mon épouse était près de moi. Elle était là pour écouter les questions. Parfois, elle m'aidait à me souvenir des événements. Question. Merci beaucoup, j'en ai terminé. Le président. Le moment est venu d'observer une... Les débats reprendront dans 20 minutes à 11 heures. Huissier d'audience, veuillez vous occuper du témoin et de son avocat pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour la reprise des débats.